Voilà. Donc, avec nous, Jean van der Spelden et bien évidemment Christophe Jourdain, qui, depuis sa retraite de vacances, nous fait plaisir d'être avec nous cet après-midi. Euh, je vais vous laisser la parole déjà pour faire un petit peu de point, faire l'annonce pour vendredi certainement, et puis faire un petit point rétrospectif également. Oui, bonjour, et puis ben, merci d'être là. Alors je suis désolé de vous avoir envoyé le mail si tard. Il était prévu pour midi et quand je l'avais envoyé ce midi et je me suis rendu compte à 13h30 qu'il n'était pas sorti de mon Outlook et que mon Outlook était complètement bloqué. Donc je suis désolé, vous avez une information vraiment ce qu'on appelle en juste à temps. Sachez que de toute façon les prochains webinaires auront sur le même sur le même mode avec la même URL. Je les renverrai de toute façon à tout le monde. Alors, on a changé depuis lundi parce qu'on a eu un gros incident lundi avec une intrusion de mauvais escient, on va dire, sur Zoom. Donc, du coup, on a décidé d'arrêter Zoom et puis de repasser sur Cassilio, avec un système où je vous demande de vous inscrire, etc., pour être sûr de savoir qui vient et puis de ne pas accepter en fait des personnes intruses. Voilà. Pour celles et ceux, alors peut-être je fais une rétrospective pour celles et ceux qui étaient là lundi. J'aimerais bien que vous me disiez si parmi vous, il y en a qui étaient là, parce qu'en fait, je n'ai pas, comme on avait ouvert, on avait pris le principe d'ouvrir finalement les webinaires à tout le monde en disant, mais écoutez, ne vous inscrivez pas, venez. Je ne sais pas exactement qui était là lundi, mais j'aimerais bien récupérer la liste des personnes. Donc si voilà, ça je sais pour Jean, deux, trois personnes, mais si vous pouvez me dire dans le chat, oui, j'y étais, ça nous permettra de vous faire un mail ou de vous recontacter, etc. Suite à vous dire aussi ce que la région prévoit de faire suite à cet incident majeur. Voilà, ça c'était une première chose, mais sachez on est vraiment dessus depuis que ça s'est passé. Voilà, et puis ben, aujourd'hui on accueille Jean. Voilà, enfin on accueille Jean, de toute façon ça fait partie des personnes qu'on connaît tous, hein, voilà, qui va nous parler de rythme d'activité pédagogie à distance. Et puis alors vendredi, je vous rappelle qu'on a un deuxième webinaire qui s'appelle où on vous donne la parole au formateur. Donc que vous ayez envie de nous dire des choses, que vous ayez envie d'écouter ou de prendre la parole au dernier moment, vous êtes les bienvenus. Je vais remettre dans le chat en fait le lien vers le Padlet. Vous pouvez dès maintenant dire bah, tiens, moi je parlerai bien de ci, je parlerai bien de ça, ce qui nous permettra d'organiser un petit peu les paroles à l'avance. Et puis par contre, je vous demande pareil de vous inscrire via l'agenda communautique. Je vous remercie. Et puis ben, je vous souhaite un bon webinaire. Je m'en vais comme d'habitude et puis je serai là pour les questions. Merci beaucoup. À tout de suite. Ok, merci Christophe. Bien, eh ben, on va passer effectivement tout de suite avec la parole à Jean, puisque en fait on a depuis 4 semaines maintenant que l'on a commencé ces webinaires, on atteint la fin de la 4e semaine. On a parlé d'outils, on a parlé de démarches, on a fait des échanges d'expériences, on a fait on a parlé du vécu, donc pas mal de choses, sans avoir forcément beaucoup insisté sur pourtant une dimension que l'on sait être très très importante dans les dispositifs de formation multimodale, à partir du moment où on est effectivement dans une modalité à distance, c'est l'accompagnement, parce qu'on sait que c'est à travers cet accompagnement que l'on va garder le lien, bien évidemment, et aujourd'hui, Dieu sait que beaucoup de personnes se posent des questions, ils ont diffusé des documents, ils ont proposé des exercices, ils ont récupéré ces exercices, dans un certain nombre de cas, ils les ont corrigés, ils ont pu peut-être échanger sous une forme ou une autre, mais est-ce que c'est vraiment accompagné? Et très clairement, on sait qu'il y a un certain nombre d'apprenants, qu'ils soient élèves, étudiants ou stagiaires de la formation professionnelle ou apprentis, avec qui on a pu perdre le contact. Et donc l'idée était d'échanger et de demander à Jean et d'échanger avec lui sur quels seraient les bons principes à retenir, quels sont les points importants en termes d'accompagnement à distance, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement garder ce contact et garder à la fois la motivation et garantir l'atteinte ou la continuation dans le parcours, tout du moins.
Alors Jean, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ferais toi? Qu'est-ce que tu fais plus exactement? Puisque tu es non seulement tu donnes des conseils, mais tu fais de la formation à distance, donc tu sais Oui. comment faut faire. Alors, je ne sais pas comment il faut faire, mais en tout cas, je m'inscris dans une certaine continuité depuis plus de 35 ans sur quelque chose qui est fondamental, qui est la relation pédagogique, la relation de bienveillance et de confiance qu'on va développer auprès de chacun des apprenants. Alors, je remercie Communautic à double titre. D'abord parce que je suis membre de Communautic, donc je suis normand, un peu Non, belge, mais pas un trop. peu belge, pas trop. Là, il y a écho du côté de Là, il y Jérôme. a écho du côté de Jérôme. Hop, Donc voilà. j'ai coupé. Merci. N'en voulez Bien. pas, Jérôme, j'ai coupé votre micro. Voilà. Et donc, remercier Communautic parce que je suis membre de Communautic, mais aussi remercier Communautic parce qu'il y a un travail de fond et de continuité sur la Normandie qui n'existe pas dans d'autres régions. Jean-Luc et moi, on travaille aussi sur d'autres régions et je peux dire, en tant que témoin, que l'accompagnement des acteurs de l'information n'est pas de même niveau dans toutes les régions et que nous, en Normandie, on a la chance d'avoir Communautic et d'avoir Community qui s'inscrit dans on continue à former pour accompagner l'ensemble des acteurs au profit des apprenants et au profit des territoires. Donc voilà, donc je suis né en 1859, je suis normand, je suis un télétravailleur depuis 23 ans, et donc pour moi, depuis le 16 mars, c'est une certaine continuité, et je remercie Frédéric Durier qui m'a pris en photo, si je peux dire, où je ne fais pas que de stocker du numérique, je stocke aussi à côté, parce qu'on vit un moment absolument extraordinaire, un moment contraint, mondial et temporaire du passage au tout à distance. Et donc effectivement, il y avait certains organismes qui étaient préparés à la distance, d'autres pas du tout, mais personne, ni moi-même, n'était préparé au tout à distance. C'est une contrainte qu'on n'avait pas du tout imaginée. Et dans ces contraintes-là, avec l'article que j'ai écrit avec Frédéric Durier et Christine Vaufray, qui a été publié sur STOT, dont vous aurez les références en bas et qui est présent dans la boîte à outils communitique, pour moi, l'essentiel dans ce passage tout à distance, si je devais garder qu'une seule chose, c'est de garder la relation à l'apprenant. Fondamentalement, que l'apprenant soit à distance, c'est pas grave, à condition qu'il y ait une relation. Alors, une relation adaptée, évolutive, multimodale, on va y revenir, mais s'il n'y a pas de relation, un apprenant ne peut pas apprendre. Et là, je reprends une citation que Philippe Carré aime rappeler, on ne sait pas de qui elle est, donc si quelqu'un sait, ce serait bien. C'est qu'on apprend toujours seul, mais jamais sans les autres. C'est-à-dire la dimension sociale de l'apprentissage, que je sois en présentiel, en hybride ou en multimodal, la relation à l'autre est fondamentale pour me reconnaître apprenant, et j'ai besoin des autres pour avancer. Donc oui, confiné, oui, mais connecté pour interagir. Et c'est dans la qualité des interactions que je vais pouvoir mieux apprendre et mieux me former, parce que je serai en relation avec les autres, et en particulier en relation avec mes pairs, la pédagogie, mais aussi en relation avec mes formateurs et mes formatrices. Donc c'est ça dont je vais parler. Et pour cela, je vous propose d'avancer sur les 4 points suivants. Jean-Luc est attentif au chat, donc je parle vite et je parle fort. Mais si vous avez des questions ou des remarques, je compte sur Jean-Luc pour m'interrompre et éventuellement me calmer, nuancer mes propos, etc. Quand je parle d'accompagnement à distance, Pas de problème. nous sommes bien dans un cas particulier, tout à distance, que personne n'avait imaginé, et c'est bien une situation temporaire. Et j'espère que très vite, on va revenir sur un équilibre entre le territoire métrique, c'est-à-dire la Normandie, et le territoire numérique qui est Internet. Et c'est bien dans le couplage entre les deux territoires que l'apprenant et les apprenants vont trouver un intérêt. Mais aujourd'hui, on est tous sur le territoire numérique, pour le meilleur et pour le pire. On l'a vécu lundi dernier. Comme quoi, le territoire numérique n'est pas le monde de oui-oui, et donc il faut trouver des éléments pour réguler tout ça. Je vous propose 4 axes, 4 regards sur l'accompagnement à distance. D'abord au plan légal, parce que la loi est la loi, Duralex c'est de l'ex, et que là encore, le virus nous fait progresser de manière incroyable, parce que il y a quelques jours, le ministère du Travail a sorti un certificat d'utilisation, le FFED a sorti un certificat d'utilisation, un modèle qu'on attendait depuis ad vitam aeternam, mais qui subitement est sorti. Donc oui, le virus nous fait progresser dans le sens de la FFED comme jamais on l'aurait imaginé. C'est ce que j'appelle un accélérateur inouï au bénéfice d'une nouvelle pratique sur les territoires numériques. Donc on va faire un rapide point sur le plan légal. Qu'est-ce que le législateur attend de nous en termes d'accompagnement?
Alors ça va mal commencer, hein, si je peux dire, parce qu'on aurait aimé que dans le texte réglementaire, on ait le mot accompagnement. Eh ben bingo, on n'a pas le mot accompagnement, on a un autre mot qui m'a tout de suite contrarié, et je vous dirai pourquoi. Deuxième point, accompagner au plan pédagogique. Quelles sont nos intentions pour que l'apprenant progresse? Quelle stratégie on a? Comment on va inclure dans cette stratégie l'accompagnement? Bah, c'est la notion de tutorat, d'ingénierie tutorale qui a déjà été évoquée et que je vais reprendre à mon compte pour dire que, bah, effectivement, sans accompagnement, il ne peut pas y avoir de formation. Rebonjour, désolé pour la perturbation, Jérôme, c'est pas grave, c'est bon. Donc, et puis, accompagner au plan organisationnel, oui, parce que on va essayer de mettre de l'ordre dans notre désordre. L'apprenant est à distance, donc ça complique les choses, mais on verra que la distance n'est pas que kilométrique, elle est aussi distance pédagogique et aussi et surtout distance culturelle. Et ces trois distances-là sont on prendra compte pour qu'on puisse conforter, renforcer et valoriser l'autonomie de l'apprenant. L'autonomie comme à la fois prérequis et objectif, c'est ce qui fait tout l'intérêt de notre boulot. Donc quand on va mettre l'accompagnement à distance, il va falloir qu'on fasse la double hypothèse que l'autonomie est à la fois un objectif, mais que l'autonomie est à la fois un prérequis. Et c'est ce qui fait tout le charme de notre métier que de prendre en compte ces deux dimensions paradoxales. Est-ce qu'il faut apprendre pour réussir ou est-ce qu'il faut réussir pour apprendre? Les deux, mon capitaine. Eh ben, pour l'autonomie, c'est pareil. Et puis, je finirai par accompagner au plan technique, parce qu'effectivement, des belles paroles, c'est bien, des intentions, c'est bien. Encore faut-il les mettre en musique sur le territoire numérique. Et pour cela, bah, bien évidemment, il faut s'appuyer sur des outils numériques. Là, on a Classiovia, hein, qui est un excellent outil québécois de classe virtuelle, que j'utilise pratiquement tous les jours depuis le 16 mars, même plusieurs fois par jour. Mais il y a d'autres outils, et peut-être qu'on pourra faire un tour de table numérique pour savoir quels sont les outils que vous utilisez. Voilà les 4 points que je veux aborder. Jean-Luc, est-ce que c'est clair? Est-ce que je continue? Ben, on veut bien que tu continues, effectivement. Alors, on parlera peut-être pas trop des outils parce que, effectivement, on a fait pas mal de choses sur les outils. Mais si on peut faire le lien entre, bien sûr, les outils et les usages de ces outils, comment toi tu vois leur utilisation dans cette dimension d'accompagnement? Là, par contre, c'est clair qu'on est preneur. D'accord, très bien. C'est effectivement alors, un zoom sur les usages des outils. Bon, petite diapositive pour se rappeler qu'on peut dire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux, hein. On est encore au mois d'avril, donc voilà, voilà une manière de voir le confinement, hein, confiné mais connecté. Alors, le premier point, il va être assez rapide. Accompagner à distance au plan légal. Alors là, c'est très simple, hein. Je m'appuie sur toutes les productions du FFOD dont je suis membre, dont Jean-Luc est membre, dont plein de personnes sont membres et qui est aujourd'hui une place d'intelligence collective pour renforcer et développer l'innovation pédagogique avec le développement des parcours FOD. Donc le FFOD nous rappelle sans arrêt qu'il y a un décret qui date de décembre 2018 qui fait écho à la loi de septembre 2018 et dans ce décret il est très clairement dit que nous avons l'obligation légale quand le parcours est multimodal, c'est-à-dire quand l'apprenant n'est ni dans le même lieu ni dans le même temps que l'équipe pédagogique, totalement, partiellement, parce que l'apprenant peut être totalement à distance et en plus de manière asynchrone dans la relation, il faut absolument qu'on mette en place une double assistance. Donc, quand je réponds à un appel d'offres, quand je vis un contrôle bienveillant des financeurs, il faut que j'apporte la preuve que j'ai mis en place une double assistance. Une assistance technique et une assistance pédagogique. Quand j'ai vu ce décret-là, je dois vous dire que j'étais un peu contrarié parce qu'on s'est longtemps battu pour ne pas mettre la relation pédagogique dans une logique d'assistance, mais dans une logique d'accompagnement. Manque de peau, le décret a mis en place la notion d'assistance. L'assistance technique, je veux bien. Il faut peut-être qu'on rappelle, Jean, que peut-être qu'avant, dans la loi précédente, mais les lois sont faites pour évoluer, dans la loi et le décret précédent en 2014, on avait bien réussi à imposer cette notion d'accompagnement. Tout à Je pense fait. qu'il y a eu une volonté de simplifier dans le vocabulaire, mais qui crée une ambiguïté Oui, sur l'activité à réaliser. voilà, qui est malheureuse parce que pour moi l'apprenant n'est pas malade et il n'a pas besoin d'une assistance. Alors sans faire de jeu de mots vu la situation, hein, d'assistance respiratoire, donc je mesure mes propos, mais quand même il y a cette idée-là que l'apprenant est en difficulté, il faut qu'on l'aide. Non, pas forcément. Oui, il peut l'être en difficulté, mais il peut être aussi vaillant et valorisé. Et donc pour moi la notion d'assistance n'est pas conforme à notre posture. La vraie posture, c'est une posture d'accompagnement
qui va reposer sur un étayage pédagogique et un désétayage pédagogique. Là, je fais référence à Philippe Mérieux. Et je pense que ça aurait été bien que dans le décret, comme Jean-Luc le rappelle, ils aient remis la notion d'accompagnement technologique et d'accompagnement pédagogique. Malheureusement, on parle d'assistance, et donc, comme la loi, c'est la loi, il faut que, dans les réponses aux appels d'offres et dans les documents qu'on va remettre, hein, je pense au protocole individuel de formation, je pense aux certificats de valorisation, je pense aux attestations d'assiduité, etc., etc., qu'on parle bien de double assistance, une assistance technique et pédagogique. Donc voilà, donc ça c'est le point légal, mais ce qui est bien dans ce décret, c'est que heureusement le ministère ne dit pas comment on doit mettre en place l'assistance technique et pédagogique. Il y a une seule double obligation, mais ils ne nous disent pas comment, et ça c'est notre mission, notre rôle, notre expertise, et ça c'est très bien. Donc Jean-Luc le rappelait, hein, il y avait une volonté de simplification qui est tout à leur honneur, mais le poids des mots, le choix des mots est pour moi important et je le regrette profondément. Voilà, donc il faut qu'on mette en place une double assistance technique et pédagogique qui donc est le point légal. Donc ça c'est un premier point. Donc on va passer au deuxième point, hein, comme quoi vous voyez tout le monde s'adapte à la situation. Hein. Un petit clin d'œil à nos amis italiens hein, qui vivent des moments difficiles. Ils sont en première ligne et donc voilà, donc c'était une manière de rendre hommage à nos amis italiens. Voilà, donc le deuxième point, c'est au point pédagogique. Accompagner à distance au plan pédagogique. Alors, de mon point de vue, mais c'est bien de mon point de vue, on ne peut accompagner que si on a prévu de mettre l'apprenant en activité formative, en activité collaborative et en activité auto-formative. Et donc, c'est parce que l'apprenant est en activité qu'il a des choses à faire, qu'il a des choses à produire, qu'il a des choses à montrer, qu'il a des choses à partager, qu'il a des choses à visiter, qu'il a des choses à explorer, qu'on va pouvoir l'accompagner. S'il n'y a pas de mise en activité, il ne peut pas y avoir d'accompagnement. Et donc, je pense que fondamentalement, mais on le faisait en présentiel, mais c'est encore plus vrai quand je marie présence et distance, encore plus vrai quand tout est à distance. Eh ben, il faut que quand l'apprenant est à distance, alors, de manière au pied levé, tout à distance, de manière contrainte, subite et rapide, c'est compliqué. Mais en tout cas, il faut que je donne une feuille de route à l'apprenant pour qu'il puisse comprendre de quel type d'activité il doit mettre en place. Et pour cela, depuis quelques années, je propose 4 activités génériques en m'appuyant sur le modèle que Marcel Lebrun propose, que j'ai repris à mon compte, que j'ai un peu changé. Et je propose dans tout parcours de formation multimodal, qu'il soit présentiel, distanciel ou les deux, mon capitaine, de réfléchir sur est-ce que je propose à l'apprenant de manière individuelle ou collective des activités pour qu'il s'implique, des activités pour qu'il apprenne, des activités pour qu'il produise et des activités pour qu'il puisse se valoriser. Et si je suis capable de lui proposer ces 4 types d'activités, alors je peux faire l'hypothèse qu'il va se former dans des bonnes conditions. Et donc c'est dans ces logiques d'activité d'implication, d'activité d'apprentissage, d'activité de production et d'activité de valorisation que je vais mettre en place un accompagnement avec une relation bienveillante, une relation exigeante, une relation reconnaissante, valorisante, que je vais pouvoir répondre à ses besoins. Tout simplement, accompagner, c'est apporter une relation d'aide, apporter de l'aide à l'apprenant. Une aide stratégique qui me fait dire tout de suite que, par exemple, un bon accompagnement à l'apprenant, dans certains cas, c'est quand l'apprenant me pose une question, surtout de ne pas répondre à la question. Ça, c'est stratégique et c'est un élément fondamental qui est d'autant plus intéressant qu'il va être à distance. Quand un apprenant me pose une question, pédagogiquement parlant, j'ai le droit de ne pas lui répondre. Par contre, j'ai l'obligation de lui dire que sa question est intéressante et que du coup, elle me fait réfléchir. Parce que si je réponds tout de suite à sa question, je vais couper sa capacité à explorer, mais aussi et surtout à distance, je vais couper la relation avec ses autres pairs, ses apprenants, et donc je vais couper la dynamique de la pédagogie. Et donc accompagner, c'est entendre les questions, c'est valoriser les questions, mais des fois c'est ne pas répondre tout de suite aux questions, ou y répondre de manière différée, et dans le cadre réglementaire, il est précisé qu'on doit donner quand on est dans une relation asynchrone, un accompagnement asynchrone avec l'apprenant, dans quel temps on va pouvoir répondre ou pas aux besoins des apprenants. Là encore, le ministère ne nous dit pas qu'est-ce qu'on doit répondre. Eh ben, on peut répondre que oui, la question est intéressante. Et j'aime bien dire qu'aujourd'hui en Finlande, les élèves ne sont pas notés sur la qualité des réponses qu'ils fournissent, mais en Finlande, à l'école, ils sont
qualifié sur la qualité des questions qu'ils posent. Voilà, donc l'esprit critique. Je pense que la FOAD est un moyen très habile qui donne beaucoup de sens à l'esprit critique progressif des apprenants, parce que bien sûr, en début de parcours, ce ne sera pas aussi facile. On va gagner en autonomie et en esprit critique. Alors, bien sûr, ce n'est pas un, je m'implique, deux, j'apprends, trois, je produis et quatre, je me valorise pour me former. Ces quatre situations peuvent être mises dans le désordre. C'est un modèle fractal, je dirais. Et donc, à chacun d'entre nous de voir quelles sont les activités qui sont de l'ordre de l'implication de l'apprenant. Je pense à apprendre, apprendre à se former, apprendre à utiliser l'ordiphone, apprendre à se connecter sur Internet, apprendre à faire des schémas, apprendre à prendre sa place dans un clavardage, etc., etc. Apprentissage, oui, je peux apprendre avec des tutos, des vidéos, des cours, des MOOC, etc. Produire, oui, on a plein d'activités de production collaborative. Hein. Je pense au nuage de mots, je pense à toutes les fonctions wiki qu'on retrouve dans les outils numériques. On peut produire des vidéos, on peut produire des photos, on peut produire des sites internet, on peut produire plein de choses. Et de valorisation, et là, Marcel Lebrun nous rappelle que nous, latins, alors, moi qui suis belge, je suis à moitié anglo-saxon et à moitié latin, je peux dire que on a tendance à sous-estimer les activités de valorisation qui sont importantes pour que, en fin de parcours FOAD, l'apprenant puisse se rendre compte qu'il a acquis des compétences. Et là, je pense au badge, je pense aux certifications, je pense aussi à la mise à jour de son profil sur des réseaux socio-numériques tels que LinkedIn, etc., qui sont des éléments importants. Et tout cela, je dois l'accompagner pour lui donner des facilités dans ses activités d'éducation, d'apprentissage, de production et de valorisation. Est-ce que je suis clair dans ce que je Jean, raconte? Oui. est-ce que, pour revenir sur cette question du délai de réponse, comme tu le rappelais à l'instant, le législateur oblige effectivement à ce que l'organisme de formation, le formateur prenne un engagement de délai maximum de réponse. Mais si moi je suis ton formateur et que je te dis que je te répondrai dans la semaine, est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une certaine exigence par rapport au fait que la personne qui est à distance, elle a peut-être besoin d'une réponse la plus rapide possible? Et est-ce que justement moi j'avais un peu le sentiment que cette capacité à apporter non pas la réponse comme tu le disais en tant que telle, mais de faire comprendre qu'on est à l'écoute et qu'on a bien entendu la Oui. question. Oui, ça c'est très important, surtout en début de parcours. Et c'est pour ça que je dis que l'accompagnement est évolutif et que collectivement avec mes collègues, je n'aurai pas les mêmes postures en début de parcours qu'en milieu de parcours, en fin de parcours. En début de parcours, il faut que je sois attentif à chaque question de chaque apprenant. Parce que derrière, il y a de l'incertitude, du doute, de la peur, de l'inquiétude, et il faut que je rassure et que j'informe. Donc effectivement, je partage ton point de vue, Jean-Luc, surtout en début de parcours. Il faut que je sois attentif à toutes les questions et que dans certains cas, j'apporte des éléments de réponse précis. Mais que très rapidement, de manière stratégique avec mes collègues, je me désengage de cette posture pour obliger l'apprenant à s'autonomiser et à accepter d'avoir des questions sans réponse immédiate et que peut-être, du coup, il va mieux investiguer pour avoir ses propres réponses. Et ça, c'est ce que j'appelle, moi, un accompagnement stratégique qui me semble extrêmement fort. C'est ce que Philippe Mahieu appelle l'étayage pédagogique, suivi d'un désétayage pédagogique et à distance. Si je peux me permettre d'apporter une précision, enfin, ou plus un témoignage. Vous savez que à la région, on demande aux prestataires de faire remplir aux apprenants grosso modo un questionnaire de satisfaction des apprenants. Et moi, j'ai souvent fait la corrélation entre le temps, justement, le temps de réponse d'un formateur vis-à-vis d'une question qui est posée par l'apprenant à distance et son taux de satisfaction global sur le tutorat. Et souvent, en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'au-delà d'une demi-journée de réponse, il y a une baisse du contentement. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il faut le faire, je reprends ce que tu disais tout à l'heure, Jean, et souvent, en fait, ce que nous disent les formateurs, c'est qu'il est important au départ, en tout cas de la formation, pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'être en formation à distance, que les formateurs soient très présents et puissent répondre dans les 2 heures, dans les 3 heures, etc., même si ce n'est pas une réponse définitive, si c'est dire oui, j'ai bien reçu votre question, je regarde, je suis là, etc., quitte à ce qu'après, ça prenne un petit peu plus un peu moins, on va dire qu'on puisse prendre un petit peu plus de temps,
parce que ce qui se passe petit à petit, c'est que souvent les apprenants entre eux, finalement, trouvent des moyens pour dialoguer entre eux, etc., s'apportent des réponses entre eux, etc., etc. Et j'ai souvent fait le rapport entre le taux de satisfaction je dirais, du tutorat et puis vraiment le temps au départ qui est donné de réponse. Voilà. Ouais. Pour compléter le dire de Christophe, notre collègue Jacques Rodet avait fait un sondage il y a 3-4 ans à peu près sur une grande cohorte d'étudiants universitaires, et la rapidité de la réponse apportée primait sur le fond de la réponse. Pour eux, c'était l'élément principal. Oui, c'est un Alors, élément sur un public particulier. psychologique pour redonner confiance à l'apprenant, sans lui donner la réponse, lui Super. donner des éléments comme quoi on a entendu sa question et qu'on a validé l'intérêt de sa question. Surtout en début de parcours. Alors, surtout en début de parcours et surtout pour des publics faiblement qualifiés. Hein, parce que là aussi, hein, j'ai pas eu le temps de le dire, mais j'ai pas le temps de tout dire. L'accompagnement va aussi varier en fonction de la culture et de la pratique du numérique d'une part, mais aussi l'accompagnement va varier en fonction du niveau de qualification des apprenants qui sont en ligne. Apprenant est un métier, et ce métier-là, il faut l'exercer de manière correcte, et il faut apprendre à exercer le métier d'apprenant, mais il faut encore plus apprendre le métier d'apprenant à distance. C'est encore un métier encore plus exigeant, mais un métier encore plus passionnant. Une fois qu'on a goûté au métier d'apprenant à distance, on s'inscrit dans le lifelong learning, hein, le slogan espagnol de l'Union européenne, et ça, c'est gagné. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a donné de l'autonomie à un apprenant, quel que soit son niveau de qualification, pour qu'il puisse par lui-même trouver des éléments de réponse au sein de sa communauté, sur son territoire ou avec son équipe pédagogique, on a gagné la notion d'accompagnement adapté. On a une remarque dans le chat de Germaine qui effectivement nous dit c'est intéressant de mettre en amont en place une charte tutorale. C'est effectivement un excellent support pour définir le type de relation et à la fois les outils, les moyens, les délais, etc. Mais enfin moi j'ai envie d'attirer l'attention quand même par rapport à ça sur le fait que la charte tutorale elle n'est pas simplement à l'attention des apprenants, elle est aussi justement à l'attention des enseignants et des formateurs. Qui dit charte tutorale dit respect de la charte dans les deux sens, oui, hein, quand même. Droit et devoir de l'apprenant et de l'appreneur. Alors effectivement, la charte tutorale, elle est très intéressante, mais pour des parcours relativement longs. Moi, je préconise plutôt de mettre en place un protocole individuel de formation dans lequel ces éléments sur les postures d'accompagnement vont être marqués. Alors, c'est parce que c'est écrit que l'apprenant comprend, mais en tout cas, c'est un support qui permet de dialoguer avec l'apprenant pour comprendre qu'effectivement, réciproquement, il y a droit et devoir d'un apprenant et d'un appreneur, surtout à distance. Et donc, la charte tutorale est un excellent outil, mais plutôt pour des parcours longs, plutôt des parcours universitaires. Mais là, je retrouve le travail que Germaine fait, effectivement, au sein de l'IFA Marcel Sauvage, à Mont-Saint-Aignan. Ok, je continue. Donc voilà, je sais pas si vous reconnaissez, si vous me reconnaissez. Voilà ce qu'on vit actuellement. Est-ce que dans le chat, il y a des gens qui se reconnaissent là dans le chat là, j'ai besoin de réponses pour savoir si vous m'entendez, si vous me voyez bien. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette diapositive? Personne ne répond pour l'instant, donc allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait, voilà, d'accord, ok, parfait, merci, voilà, donc apprendre, disait Marcel Lebrun, c'est mettre de l'ordre dans son désordre. Voilà, il y a un peu de désordre, mais on va progresser pour mettre de l'ordre. Le troisième niveau d'accompagnement, c'est au plan organisationnel. Voilà, on est vraiment au cœur de l'ingénierie des formations multimodales. Pour moi, formation multimodale égale formation digitale, égale formation hybride, égale formation mixte, égale FOAD. Pour moi, tout ça, c'est la même chose. Et dans cette logique de multimodalité, hein, je dois rappeler que c'est bien les Normands qui ont introduit le terme de formation multimodale les premiers, et qu'on aurait aimé que les décrets et que la loi reprennent le terme de formation multimodale. Manque de peau, la loi et le décret reprennent le terme de FOAD en le changeant. On ne parle plus de formation ouverte à distance, mais de formation tout ou en partie à distance. Pourquoi? Je n'en sais rien. C'est les mystères du travail de nos amis législateurs français. En tout cas, au plan organisationnel, si on met en place des parcours multimodaux, alors pour moi, très clairement et impérativement, il faut que l'accompagnement soit lui-même multimodal.
est la principale multimodalité fondamentale pour moi et sans laquelle les parcours à distance ne peuvent pas se vivre positivement du côté de l'apprenant et de l'appreneur. Et ce que je vois là, depuis le 16 mars, des fois me fait très mal, très très mal, c'est que l'accompagnement, il doit reposer sur des temps de formation et des temps d'auto-formation. Mais pas n'importe quelle auto-formation, de l'auto-formation accompagnée. C'est-à-dire que à partir du moment où l'apprenant est à distance, il faut lui reconnaître une liberté et une responsabilité. Et pour mettre en preuve cette liberté et cette responsabilité, il faut que dans ces activités, on alterne des temps de formation classiques, comme par exemple maintenant, et je tiens à vous remercier pour la qualité d'écoute que vous m'accordez, mais à côté de ces temps synchrones, collectifs, contraints, des temps d'auto-formation accompagnée, j'ai bien dit accompagnée, parce que la loi nous rappelle que s'il n'y a pas d'accompagnement, c'est pas de la formation. Mais ce que je vois, moi, de l'extérieur, c'est beaucoup de parcours de formation à distance, contraints, où c'est que de la formation, et il n'y a pas du tout d'espace d'auto-formation accompagnée. Et je pense même que plus il y a d'espace d'auto-formation accompagnée, et plus c'est facile à l'apprenant de trouver son rythme, et donc de s'impliquer pour réaliser les tâches qui vont lui permettre d'atteindre les objectifs de sa formation et d'atteindre les acquis professionnels. Parce qu'il n'y a pas de formation sans évaluation en fin de parcours des acquis professionnels. Donc vraiment, pour moi, le point important, c'est de prévoir un accompagnement en formation et de prévoir un accompagnement en auto-formation. Voilà. Et là, c'est peut-être mon expérience au sein du réseau des ateliers de pédagogie personnalisée qui répond. Mais là, je pense qu'on touche un fondamental. Et je vois bien qu'il y a des équipes pédagogiques pour qui le terme d'auto-formation accompagnée pose problème. Je vois bien qu'il y a des hiérarchiques dans des organismes de formation pour qui le terme auto-formation pose problème. Et je vois même des financeurs pour qui le terme encore aujourd'hui d'auto-formation accompagnée pose problème. Je pense que le virus va nous faire progresser dans la reconnaissance fondamentale qu'il n'y a pas de formation sans auto-formation. Voilà, donc ça veut dire que quoi l'auto-formation accompagnée? Ça veut dire que je donne des consignes à l'apprenant et que je lui donne des conseils et qu'il n'est pas, qu'il doit répondre aux consignes, mais pas forcément aux conseils, et que je lui donne un degré de liberté pour réaliser la tâche que je lui demande. Je lui donne un degré de liberté. Ce qui veut dire qu'en FOAD, le formateur doit faire confiance à l'apprenant. Comme le responsable pédagogique doit faire confiance à l'équipe pédagogique, comme le financeur doit faire confiance au responsable. La chaîne de confiance est fondamentale en FOAD. S'il n'y a pas cette chaîne de confiance, alors rien ne peut se faire durablement et qualitativement. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ça veut dire quoi l'auto-formation, Isabelle? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Donc donner des consignes pour que l'apprenant fasse comme il l'entend, avec les méthodes qu'il va choisir, avec les outils qu'il va choisir, dans le temps qu'il veut, sur le lieu qu'il veut. Alors bien sûr, accompagné, hein, il ne fera pas n'importe quoi, hein, c'est pas un libre service, c'est pas la fête, hein. Non, non, on est bien là dans une logique d'intention formative, d'accord? En synchrone ou asynchrone, oui, synchrone ou asynchrone. Alors pour moi, c'est une autre multimodalité de l'accompagnement. Je pense que, même j'en suis sûr, que les classes virtuelles sont des outils magiques pour accompagner des apprenants dans des parcours FOD. Une classe virtuelle, c'est là, on est dans une vision plus de webinaire, mais dans une classe virtuelle où tout le monde a le micro, la caméra, et peut lever la main, prendre la parole, etc. On va recréer de l'interaction. Pour moi, je ne sais pas qui a traduit Virtual Classroom par classe virtuelle, mais il n'était ni pédagogue ni anglophone, parce qu'on aurait dû traduire Virtual Classroom par salle numérique. Rassembler des apprenants, non pas dans une salle métrique, mais dans une salle numérique, est hyper important pour qu'ils puissent se voir, qu'ils puissent se toucher numériquement, qu'ils puissent sourire, se poser des questions, intervenir, rentrer dans des disputes professionnelles, etc. Donner de la place à l'échange, un échange de vive voix, synchrone, distant et collectif. Donc oui, il nous faut des accompagnements synchrones. Alors ça peut se faire avec des classes virtuelles, ça peut se faire avec Skype, ça peut se faire avec Whereby, ça peut se faire avec plein d'outils, mais je pense que s'il n'y a pas des moments réguliers, organisés, réactifs ou proactifs, je n'ai pas encore eu le temps de le dire, mais soit c'est à l'initiative de l'équipe pédagogique, et c'est organisé, c'est régulé, soit c'est à l'initiative de l'apprenant. Il faut que l'apprenant puisse nous interpeller par le téléphone. Alors nous, au Québec, on ne dit pas téléphone, on dit ordiphone.
il peut prendre son ordiphone pour me WhatsApper, pour me Skyper, pour me Messenger. Voilà, donc ça c'est à l'initiative de l'apprenant. Donc un accompagnement réactif et proactif, c'est-à-dire à la main de l'équipe pédagogique ou à la main de l'apprenant. Autre élément fondamental dans le plan organisationnel, oui, c'est de réserver des temps individuels et des temps collectifs. C'est-à-dire que je ne ferai pas le même accompagnement avec une classe virtuelle qu'avec Skype, ou le téléphone, ou la messagerie, ou le forum, ou le chat. Et donc il faut que je travaille aussi sur la dimension individuelle et collective de mon accompagnement pour répondre des fois que à un apprenant et que je consacre du temps à un apprenant, que je sois en écoute, en conseil et en aide à un apprenant, mais que des fois, pour être plus efficace, pour avancer, parce qu'on a des contraintes de temps et de durée, de faire ce type de recommandations de manière plus collective, avec des groupes de 5, de 10, de 15, de 100, de 200, de 300 ou de 2000, puisque la technologie nous permet cette démultiplication de manière incroyable. Je peux même faire de l'accompagnement différé, c'est-à-dire que je crée une vidéo que je mets sur ma chaîne YouTube et en 6 minutes, je donne le cadre, les consignes, les conseils et le comment ça marche. C'est la méthode des 4 C. Je vous renvoie à l'article qui a été publié par Frédéric Durier et Christine Beaufray sur TOT, la méthode des 4 C, donc le cadre, les consignes, les conseils et le comment ça marche. C'est important de donner des conseils parce que si les consignes doivent être respectées, pour marquer le degré de liberté de l'apprenant, il faut que je lui donne des conseils et qu'il puisse éventuellement ne pas les respecter. Voilà sur ce que j'appelle le plan organisationnel que je vais construire avec mes collègues au sein de l'équipe pédagogique pour être stratégique dans mes intentions pédagogiques, dans la diversité des situations d'accompagnement, dans la réactivité et dans la cohérence de l'accompagnement, puisque plus je vais aller et moins je vais accompagner. C'est ça le point important, c'est que si je vise l'autonomie de l'apprenant, il faut que je désengage dans la relation pédagogique pour laisser l'apprenant plus autonome et plus en interaction avec ses pairs. L'autre point important que j'ai pas eu le temps de noter, c'est que l'accompagnement peut être aussi communautaire, avec des communautés d'apprentissage en ligne. Et là, on a des outils vraiment extrêmement intéressants pour mettre en place des communautés d'apprentissage. Voilà ce que je veux dire sur le plan organisationnel. Est-ce que c'est clair, Jean-Luc, Christophe? Parfait, c'est parfait sur ces aspects-là. Alors j'imagine que tu vas nous parler justement un petit peu de comment, de quoi, sur quel type d'outils, quel Voilà, canal. on y arrive. Parce que si on parle communication, faut être sur le bon canal. Exactement, on y arrive, mais effectivement, je voulais vraiment marquer d'abord des intentions professionnelles, pédagogiques, avant de parler des outils, parce que souvent, Bien euh, sûr. moi je travaille sur la digitalisation de l'offre de formation des organismes de formation, et le premier réflexe légitime que j'entends, c'est de se jeter sur des outils pédagogiques, mais moi, j'essaye de mettre en place une stratégie pour écouter la demande sur les outils, parce qu'elle est légitime et importante, mais de très vite de la détourner pour dire mais en fait quelle est votre posture pédagogique, quelles sont vos intentions pédagogiques, quel type d'apprenant, quel type d'apprentissage et comment on va l'organiser pour revenir sur ces fondamentaux. Et le fondamental pour moi en FOD et qui pose problème, et je le rencontre souvent, qui est un problème, est-ce que je suis prêt avec le financeur à donner de la liberté à l'apprenant? Et bien des fois la réponse est clairement non. Et si tout est contraint, alors l'accompagnement ne sera pas efficace. Il faut que l'accompagnement soit accompagné d'un mixte d'activités contraintes, d'activités souples et d'activités libres. Si je n'ai pas le triptyque d'activités contraintes, d'activités souples et d'activités libres, alors je ne pourrai pas qualitativement accompagner l'apprenant, me semble-t-il. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, par rapport à une question qui était posée un peu plus haut, sur le fait de fixer des délais. Peut-être que quelqu'un disait, Jérôme demandait, doit-on fixer des délais aux apprenants? Peut-être que ça dépend justement du type d'activité dont tu viens de parler, non? Oui, 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 mais je pense que c'est notre rôle que de donner des jalons dans la progression. Ces jalons seront respectés par une majorité d'apprenants, et puis on aura des apprenants qui vont le faire en bien plus rapide, d'où le temps moyen, et puis des apprenants qui auront des difficultés sur le fond ou sur la forme, ou parce qu'ils sont dans des situations personnelles plus compliquées, ou parce qu'ils n'ont pas de connexion, etc. Donc donner des temps, oui, des temps moyens. D'ailleurs, la loi nous y oblige de donner des temps moyens aux activités,
Et ça, c'est vraiment un point important. On a perdu le forfait parcours, hein, malheureusement. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais on a perdu dans les textes réglementaires la notion de forfait parcours que le FPSPP avait porté de haute lutte, et il a disparu des textes. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais effectivement, les temps moyens, c'est une manière de reparler du forfait parcours. Et oui, il faut fixer des temps, parce qu'on est là pour organiser, pour accompagner, pour jalonner, pour donner des repères à l'apprenant, des repères dans le temps, des repères dans les lieux, des repères dans les outils, des repères sur le contenu, sur les concepts, etc. Notre métier, c'est de donner des repères, mais avec l'idée fondamentale que ces repères-là sont vécus différemment d'un apprenant à l'autre, hein. C'est ce que j'appelle l'accompagnement personnalisé. Si le parcours est forcément de plus en plus individualisé, l'accompagnement sera toujours de plus en plus personnalisé, c'est-à-dire adapté à chacun des apprenants. Donc effectivement, donner des repères de temps, c'est fondamental dans l'accompagnement. Et puis je m'adapte aux apprenants. Il y a des apprenants pour qui il n'y a pas besoin de donner des durées, d'autres, enfin des temps limites, et puis d'autres, parce qu'on est tous différents, hein. Moi je suis belge, vous êtes normand, bah, on n'est pas pareil. Voilà. On apprend tous différemment. Est-ce que j'ai répondu à la question? Alors, on surveille l'horloge quand même, Jean, D'accord. Alors, j'avance. pour avancer, parce qu'on sait qu'après on a des personnes qui doivent nous quitter, et c'est toujours dommage si elles ne peuvent pas profiter jusqu'au Voilà. bout des échanges. Donc, confiné, oui. Ils sont Hein, jolis. donc, voilà. On apprend toujours seul, mais jamais sans les autres. Hein, donc, voilà. Donc, c'est ça la FOD. Hein, c'est que on est chacun dans son coin, mais on appartient tous au même espace et on doit interagir. Et donc, on arrive au dernier point, donc le plan technique. Et donc, bah oui, effectivement, pas d'accompagnement FOD sans intégration intelligente, adaptée et évolutive du numérique. Alors moi, en tant que consultant indépendant, hein, quand je travaille avec des clients, bah, je parle d'écosystème digital. Et dans un écosystème digital, il y a un axe majeur, et souvent l'axe majeur tourne autour d'une LMS, traduite en belge par plateforme de téléformation, mais que la plateforme de téléformation à elle seule ne suffit pas à mettre en place un accompagnement adapté et riche, etc. Je pense qu'il faut associer à des plateformes de téléformation qui sont des éléments structurants, des éléments contraignants dont on a besoin pour faire des parcours de formation, surtout quand on a des cohortes importantes. Hein. Moi, je pense qu'une LMS, dès qu'on dépasse 20 apprenants, 50 apprenants, 100, 150, 200, 3000, 4000, que dis-je, 10 000 apprenants, la plateforme est incontournable. Mais que je pense qu'à côté de la plateforme, il faut qu'on puisse associer des outils plus souples, euh, plus facilement accessibles, qui sont les outils de type Web 2.0 ou les réseaux sociaux. Mais moi, je ne dis pas réseau social, je dis réseau social numérique. Parce que je différencie le réseau social, mes amis, mes voisins, mes collègues, de mes réseaux sociaux numériques sur lesquels j'ai des interactions totalement différentes, même étant confiné. Et donc, effectivement, tout le travail va consister à construire cet écosystème digital, step by step, concrètement, de manière pragmatique, et que cet écosystème donne du sens à la fois d'abord à l'équipe pédagogique, parce qu'il faut que le numérique facilite le travail de l'équipe pédagogique. Moi, des fois, je vois des choses, mais je me dis, mais dans quelle étagère? Donc, faciliter le travail des équipes pédagogiques et faciliter la progression de l'apprenant. Alors voilà, donc c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je l'ai dit, et j'essaye de le faire avec mes clients. Faciliter le travail de l'équipe pédagogique et favoriser la progression de chacun des apprenants dans les limites du raisonnable. Hein. Pour les miracles pédagogiques, on n'est pas encore très bon, mais on vise effectivement à optimiser les acquis professionnels, puisque il n'y a pas de formation sans acquis professionnels. Ça, c'est un point important de la nouvelle législation. Pour les éléments de preuve, je vous invite à revoir le webinaire du 15 mars, oui, puisqu'en fait, tout cela va s'accompagner effectivement d'une traçabilité des activités formatives. Jean-Luc, merci. Il faut que les outils numériques nous facilitent, nous allègent, nous synthétisent la collecte et la traçabilité de toutes les activités formatives qui sont autant d'éléments probants qu'on va conserver en cas de contrôle, uniquement en cas de contrôle, et dont on fera une synthèse dans le certificat de réalisation. Donc oui, pas de parcours FOAD pour faire un accompagnement, mais aussi pas de parcours FOAD sans numérique pour être au taquet sur les exigences légitimes de la loi concernant l'attestation de la réalité du parcours d'un apprenant qui n'est ni dans le même lieu,
ni dans le même temps que nous. Donc il faut qu'on puisse apporter la preuve aux financeurs que même si l'apprenant n'était pas dans la même salle que nous, dans le même bâtiment que nous, et que l'apprenant a travaillé la nuit de 3 heures à 5 heures du matin, ou le samedi ou le dimanche, en sortant de boîte de nuit, eh ben oui, le temps et le lieu n'ont pas d'importance. La législation s'intéresse non plus au temps et au lieu, mais elle s'intéresse à l'activité de l'apprenant. Et les éléments probants attendus sur les activités formatives reposent essentiellement sur là, je vous renvoie au guide des formations multimodales fait par le FFOD. Je vous invite à prendre contact avec Aurélia Bollet. Tourne autour essentiellement des productions, essentiellement autour des interactions, et essentiellement autour des évaluations d'un parcours FOAD. Et donc, c'est bien à partir de ces outils numériques qu'on va pouvoir organiser les productions, les évaluations, les interactions. Donc, moi, avant, j'utilisais Google Forms. Bah, c'est fini. Je n'utilise plus Google Forms. Je me suis mis, grâce au coronavirus, à Framaform, qui est un très beau produit pour mettre en place des évaluations qui vont permettre à l'apprenant d'être encouragé dans ses progressions, de rythmer des relations avec lui à distance, des évaluations formatives ponctuelles, valorisantes, qui vont aider à l'avancer. Et maintenant, je le fais avec Framaform. Donc, moi, j'utilise beaucoup Framapad, j'utilise beaucoup Framadat, j'utilise beaucoup Framaform, comme étant des outils qui vont me permettre de mettre en place cet accompagnement multimodal adapté à chacun des apprenants et aussi à l'ensemble des apprenants d'un groupe. Voilà, il est 14h20 ici à New York. Alors, je ne sais pas jusqu'à quelle heure on va, Jean-Luc. Jusqu'à 14h15, donc on est parfait. D'accord, Mais très bien. de demain, 14h15 de demain. Ah, très bien. Donc il Voilà. nous reste encore presque 24 heures. Voilà, donc. Non, merci. On va regarder surtout s'il y a éventuellement alors pas forcément des questions. N'hésitez pas aussi à prendre la parole, que ça soit à travers le chat ou à activer votre micro pour éventuellement porter un témoignage peut-être complémentaire à ce que Jean vient de nous évoquer. Sur toutes ces questions effectivement de l'accompagnement à distance. Et on est bien d'accord que ce terme d'accompagnement est celui qui doit rester dans nos esprits et dans nos pratiques, même si, comme l'a rappelé Jean, le législateur l'a remplacé sur l'aspect purement juridique par le terme d'assistance. Christophe, peut-être un dernier mot, des choses que tu as peut-être remarquées toi aussi à travers les échanges. Il serait intéressant, moi je pense vendredi, de faire écho un petit peu à ce qu'on vient de se dire. Si vous avez envie de venir discuter un petit peu à bâton rompu avec nous et avec vos collègues autour de cette question, comment vous avez gardé le lien, comment vous avez assuré de l'accompagnement. Peut-être que vous ne l'aviez pas appelé accompagnement, vous avez peut-être juste appelé ça effectivement garder le contact, passer un coup de fil de temps en temps, voilà. Donc avoir des choses qui, le but c'est de garder le contact effectivement. Garder la relation. Garder la relation. Voilà. Il est peut-être intéressant aussi dans la relation de voir comment la relation a marché dans les deux sens. Et puis perdez pas de vue non plus les relations que vous avez aussi avec vos collègues, parce que vous avez été effectivement dans une position de formateur, mais peut-être avez-vous besoin d'assistance, d'accompagnement aussi à certains moments, parce qu'on sait très bien que la plupart d'entre nous et d'entre vous, vous êtes retrouvés dans des situations de télétravail qui n'étaient pas non plus voulues, qui n'étaient pas forcément préparées, avec effectivement quelquefois, comme un apprenant, un sentiment d'être un peu seul, de devoir trouver des solutions par vous-même, et comment est-ce que les choses se sont mises en place aussi entre membres d'une même équipe, d'un même organisme de formation, pour résoudre quelquefois les problèmes de vos apprenants, mais pas avoir à le faire tout seul. Donc cette notion de communication et de se sentir effectivement dans un collectif, on sait, Jean l'a rappelé pour les apprenants eux-mêmes, elle est valable aussi pour les formateurs, et ça sera intéressant, c'est une suggestion, de venir en discuter vendredi si ça vous intéresse. Oui, ici, juste pour ajouter que moi, ça me fait plaisir qu'on parle de ce sujet, parce que c'est un sujet qu'on a à cœur à la région depuis
quasiment 10 ans maintenant qu'on demande aux organismes de formation de réaliser de la multimodalité. Alors nous, on a le beau rôle parce qu'on commande, donc c'est toujours facile de commander, c'est moins facile de faire, et c'est vrai que dès 2011, quand on a demandé aux organismes de formation d'organiser du tutorat, on s'est vu dire oui, mais ça coûte cher le tutorat, oui, mais ça prend du temps, etc., etc. Donc du coup, il y a peut-être aussi matière, enfin ce qu'on est en train de vivre en ce moment, oui, et alors je finis, et du coup le tutorat a toujours été un peu le parent pauvre de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vu en termes de formation. Donc ce qu'on vit actuellement met le tutorat, met l'accompagnement, je dirais, au premier plan, et c'est peut-être l'occasion justement de se dire, tiens, comment est-ce qu'après le confinement, je peux imaginer de revaloriser les choses, et puis peut-être à nous aussi, parce qu'on en parle souvent en interne, de se dire, mais comment est-ce qu'on peut acheter différemment de la formation demain? Comment est-ce qu'on peut inciter, ou comment est-ce qu'on peut valoriser ce tutorat de manière différente, etc. Enfin, je pense qu'il faut, encore une fois, hein, alors toutes les émissions en parlent en ce moment, c'est facile aussi, hein, mon rôle, mais c'est de dire, profiter de ce confinement et de ce qu'on voit apparaître pour se dire, il faut continuer, il faut surtout pas perdre le fil et se dire, on refait comme avant, mais qu'est-ce qu'on en tire comme substantifique moelle, et qu'est-ce qu'on en tire comme modèle aussi, comme des modèles pédagogiques possibles avec de l'individualisation, du tutorat peut-être plus présent, etc. Voilà. Mais ce sera peut-être des groupes de travail, hein, ce sera peut-être des groupes de travail qu'on trouvera des solutions, qu'on discutera, etc. Et on peut en effet en commencer à en discuter vendredi avec grand plaisir. Voilà. Très bien, eh bien on va se quitter sur cette conclusion. Je remercie encore Jean d'avoir été avec nous et de nous avoir fait part à la fois de sa réflexion et surtout de son expérience aussi en termes d'accompagnement. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce début d'après-midi. Rendez-vous vendredi pour